L'autre soir, je rentrais chez moi et il m'est arrivé un truc. Mon autoradio est mort. Bon, en vrai, c'est pas grave, mais le problème avec le silence, c'est que du coup, les pensées, ils font beaucoup plus de bruit. Je vais faire ce que je vais trouver, je vais prendre la place. C'est ce qui sert, comment je fais ça, Pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions dans ma tête? Bon, avant de pouvoir répondre à cette question, je me suis demandé si j'étais le seul à avoir ça. Du coup, j'ai fait une story pour vous demander si vous aussi. Et visiblement, je suis pas le seul. Salut Elio. Bon voilà, j'ai fait le plus court possible, mais j'espère que t'as 30 minutes devant toi. Donc j'ai toujours un peu eu des moments de gros down où j'avais plus envie de rien faire. Moi je viens d'un contexte familial très compliqué. Je pense qu'il y a pas mal de traumas d'enfance qui ont fait leur effet aussi. De pas avoir l'énergie, de pas la trouver, de pas savoir comment la trouver. C'était des idées noires ou des pensées très sombres, anxiogènes. Il y a eu des crises d'anxiété qui sont arrivées. J'étais un peu là sans être là, comme dans une vie un peu parallèle. Je mange plus du tout, je dors toute la journée mais pas du tout la nuit parce que la nuit je la passe à faire des crises d'angoisse. Je prenais pas vraiment du plaisir aux peu de choses que je faisais. Je savais plus qui j'étais, j'avais l'impression d'être seule au monde. Surtout je suis dans le déni de ce qui se passe. Ouais, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, beaucoup de rage. Et apparemment, il y a plein de choses à dire. Alors première question, est-ce que les jeunes vont mal ? Si on regarde les chiffres, les jeunes de 18 à 29 ans sont les personnes avec le plus de problèmes de santé mentale. Et en vrai, c'est plus de 63% des jeunes qui disent que leur santé mentale s'est empirée avec le Covid. Mais du coup, qu'est-ce qui va pas concrètement et pourquoi est-ce que les jeunes vont mal ? Pour répondre à cette question, on a trouvé une psychiatre qui est experte du sujet et avec Nour, c'est ma co-réalisatrice et ma meilleure pote, on a été l'interviewer pour qu'elle nous aide à y voir plus clair. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Caroline Depeut, je suis psychiatre et je travaille ici à Bruxelles à la clinique Fourroy. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de santé mentale chez les jeunes ? C'est quoi les causes ? La jeunesse, c'est pas un moment facile et donc c'est normal aussi que ce soit un moment de crise et de difficulté. Le Covid est arrivé pour toute une série de personnes et de jeunes. Ça a été un moment de renfermement sur soi. Et donc ça, c'est une des premières raisons, c'est qu'il y a plein de jeunes qui se sont décrochés au moment du Covid, qui en plus, dans ce confinement, se sont retrouvés dans des maisons, dans des appartements qui étaient parfois petits, où il y avait parfois de la violence, où il y avait parfois beaucoup de tensions, et que donc ça a aggravé ces tensions et cette violence. Et puis, il y a le post-Covid. Et le post-Covid, c'est ce que j'appelle l'ère de permacrise, la crise permanente. En résumé, même si ça touche presque toute la population, les jeunes souffrent beaucoup de problèmes de santé mentale, et ça s'améliore pas avec le temps. Le Covid et les crises permanentes, le dérèglement climatique, le fait que c'est de plus en plus difficile de rentrer sur le marché du travail, la précarité étudiante, les situations familiales compliquées et j'en passe, bref, tout ça, ça met énormément de pression sur les jeunes et plus largement sur les personnes en âge de travailler. Et tout ça amène un désarroi où on ne sait plus, on perd le sens, on ne sait plus à quoi ça sert l'idée de faire des études, de trouver un travail, de se marier, d'avoir des enfants, mais pourquoi ? Et en fait, cette perte de sens et ce désarroi, c'est ça qui est extrêmement angoissant et déprimant pour les jeunes. Ok, mais tous ces problèmes de santé mentale, ils se manifestent comment ? En gros, ce dont les jeunes souffrent principalement, c'est l'anxiété et la dépression. Donc l'anxiété, c'est un trouble mental qui se caractérise par le fait qu'on se sent débordé par des pensées qui sont envahissantes. Et parfois, l'anxiété, elle est très diffuse. On a ce sentiment d'inquiétude, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et à ce moment-là, elle va envahir beaucoup de domaines de notre vie, le sommeil, les relations, l'école, tout peut nous inquiéter. Et la dépression, s'il faut la définir, c'est un épisode. Ça veut dire que ça a un début et ça a une fin, et ça c'est important de le savoir parce que quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça finira jamais. Et ça se caractérise par une grande tristesse, d'abord, qui peut aller jusqu'à des idées noires, à des idées suicidaires, des troubles physiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, on n'a plus faim, on peut perdre du poids, des troubles de la concentration. Et puis il y a une perte. Il y a une perte de plaisir, il y a une perte de volonté, on n'a plus envie de faire les choses et il y a une perte de la capacité justement à se mettre en action. À ce moment-là, on n'a pas pu résister à lui montrer une vidéo. Tu peux regarder, appuyer sur play. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Lève-toi maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Bon déjà, c'est hyper différent de dire « lève-toi et vas-y,
sors-toi de cette dépression avec un impératif qui est donc une injonction. Et c'est déjà différent de poser la question. Est-ce que tu as essayé de... Une injonction, pour moi, ça ne marche jamais. Quand on est déprimé, les gens autour de vous, ils auront tendance à vous dire « va faire un tour dehors, ça va te faire du bien ». C'est tout à fait vrai, ça fait du bien d'aller faire un tour dehors. Mais justement, à cause des symptômes de la dépression, on sait qu'on devrait le faire, mais on n'a pas le courage de se mettre en route. Bon, ça c'est pour le portrait un peu moche de la situation. Maintenant, la vraie question, c'est comment on fait pour aller mieux? Pour moi, la déculpabilisation, c'est hyper important. C'est quelque chose qui est fort présent chez les jeunes qui vont pas bien. Ils se culpabilisent pour tout, tout le temps. Tout est prétexte à se culpabiliser. On arrête avec ça. Si la culpabilité nous servait à quelque chose, on le saurait. Ça ne sert à rien. Donc, déculpabilisation et espoir, pour moi, c'est les deux mots, les deux maîtres mots. En fait, la toute première étape pour aller mieux, c'est d'en parler. En parler entre nous, se parler. Donc parler aux autres, en parler. En vrai, en parler à qui? Bon, déjà, ça peut faire énormément de bien d'en parler à des proches, à des gens en qui on a confiance et qui savent nous écouter. Après, parfois, on n'a pas ces personnes-là, ou on les a, mais ça suffit pas, et on a besoin d'avoir des personnes qui sont complètement externes, qui n'ont rien à voir avec nous, et qui n'ont aucune implication dans nos problèmes. Et c'est pour ça qu'on a inventé le psychologue. Ok, c'est bien beau tout ça, mais il y en a forcément parmi vous qui n'ont jamais été voir un psy, comme 70% des Belges quand même, et qui se disent peut-être qu'ils vont pas assez mal, que c'est un aveu de faiblesse ou je sais pas quoi. Bref, j'ai l'impression qu'il y a clairement un tabou autour de la question, donc on va essayer de démystifier tout ça. Moi, ce que j'aimerais bien démystifier, c'est pourquoi est-ce que Nour fait semblant de travailler là-bas derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Bref, pour avoir des réponses à nos questions, on était voir une psy. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Axel Broll. Alors, je suis psychologue. Pause. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre? Axel, elle est psychologue. Ça veut dire qu'elle a étudié la psychologie et qu'elle va plutôt travailler sur les émotions, les comportements et les pensées, là où les psychiatres, comme Caroline, ils ont fait des études de médecine. Ça veut dire qu'ils vont plutôt se concentrer sur les aspects médicaux et biologiques des troubles pour pouvoir les traiter avec des médicaments si c'est nécessaire. En général, l'idée c'est de commencer par un psychologue qui pourra éventuellement nous rediriger vers un psychiatre si on en a besoin. C'est quoi un psychologue? Alors, le psychologue, c'est vraiment la personne qui vient soutenir les pensées, soutenir les réflexions, les questionnements de vie. Ça peut être des moments précis dans la vie, quand il y a des coups durs, mais ça peut être aussi aider à la réflexion, à se penser, à qui on est, comment est-ce qu'on prend place dans la vie. Ok, là, il y en a peut-être qui se disent que tout ça, on peut le retrouver chez quelqu'un de notre entourage. Du coup, c'est quoi la différence entre parler à un pote et parler à son psy? Alors, le problème de ton pote, c'est que c'est ton pote. Donc ça veut dire que tu entretiens avec lui des liens affectifs. Et donc ton pote va pas du tout avoir un regard sur toi neutre. Et en plus, il n'est pas formé. Aller voir un psy, c'est quelqu'un qui est extérieur à ta vie. Tu le fais rentrer, toi, à ta vitesse, à ton rythme, dans ton intimité. Et cette personne est là pour te soutenir toi. Il n'est pas là en train pour soutenir ta mère, ton frère, ton ami, ton prof. Il est là pour toi. Quand on a commencé à réfléchir à ce sujet, notre point de départ, c'était d'un peu constater que c'est pas un sujet qui branche énormément de gens. De parler de santé mentale, c'est toujours un peu tabou. D'aller chez le psy, c'est tabou. Moi, j'ai aucun pote, par exemple, qui va voir un psy. Pourquoi tu penses que c'est tabou? Alors, c'est tabou parce que, déjà, dans la société, on peut pas aller mal. Parce qu'on doit aller bien et on doit aller de l'avant. Et pas aller bien, c'est pas productif, c'est pas rentable, ça sert à rien. Ça peut être un signe de fragilité. Et plein de préjugés qui traînent et qui finalement, on grandit là-dedans et donc on devient ado, jeune adulte, avec tous ces préjugés à porter. Et donc en parler avec ses amis, son entourage, dire écoute, ce temps-ci, c'est pas la folie, déjà c'est difficile. C'est vrai que pas aller bien, ça colle pas trop avec l'idée que la réussite, ça passe par le travail et la productivité. Et puis comme Axel le disait, il existe énormément de préjugés liés à la santé mentale qui viennent de la culture, des normes de genre, des valeurs religieuses ou d'autres. Et puis parfois, ça peut juste faire peur de s'ouvrir à quelqu'un, d'autant plus si on le connaît pas. On peut avoir peur de ce que le psy va nous dire, on peut avoir peur d'être jugé. Comment on fait pour démystifier ça? Le truc, c'est que la peur d'être jugé est quelque chose de très humain. En fait, que ça soit le psy ou quelqu'un d'autre, c'est juste que tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité psychique, de ce qui se passe dans ta tête. Et ça t'appartient, c'est extrêmement intime. Et donc, dans une certaine manière, c'est normal d'avoir peur. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la personne est là pour t'accompagner et collaborer avec toi pour un mieux-être. Donc à partir de là, ça permet de se dire « Ok, en fait, c'est un allié que je vais trouver et que je vais aller voir ». Bon, du coup, on a déjà parlé du tabou, de la peur d'être jugé, mais de ce que vous nous avez dit dans les vocaux, il y a encore un truc qui bloque et qui peut empêcher d'aller voir un psy. Avoir le sentiment qu'on va pas assez mal, alors qu'on va prendre la place de quelqu'un d'autre qui en aurait plus besoin. Est-ce qu'il y a vraiment un seuil à partir duquel on sait qu'on va pas bien, ou est-ce qu'on peut aller voir un psy quand on veut? Souvent, c'est que quand on n'est pas bien, on se rend pas compte qu'on n'est pas bien.
et qu'on doit arriver à un niveau de pas bien, vraiment pas bien au bout de sa vie, avant de se dire « Ok, bon là j'ai plus le choix ». Mais l'idée c'est d'avoir le choix et d'être plutôt dans la prévention que dans le traitement. Je pense qu'il ne faut pas se sentir illégitime d'aller voir un psychologue. C'est que tout le monde a le droit et a sa place d'aller voir quelqu'un. Après, c'est juste le côté pratique qui est parfois plus compliqué, mais justement, quelqu'un qui va moins mal aura plus de ressources pour faire les démarches, pour arriver à un psychologue, que quelqu'un qui est vraiment au fond du trou, quoi. Disons que tu m'as convaincu d'aller voir un psy. Comment je fais? Tuto, allez voir un psy. Étape 1, le chercher. Le plus important, c'est d'avoir un bon feeling avec son psy. Donc si vous pouvez vous le faire recommander par un pote ou l'appeler avant, c'est idéal. Étape 2, le contacter. Le mieux, c'est de l'avoir au téléphone. Comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous, il pourra vous aiguiller sur ce dont vous avez besoin et vous pourrez lui demander... Trop bien, et du coup, c'est combien? Alors ça sera 90 € en cash uniquement, on prend aussi les reins et autres organes vitaux. Bon, du coup, je vais reformuler la question. Comment est-ce qu'on fait pour aller mieux sans se ruiner? T'as de l'argent, toi, pour aller chez le psy? Qui a de l'argent pour aller chez le psy? Paye mieux, non? Paye mieux? C'est pas moi qui paye, c'est eux. C'est eux qui payent. Bon, il y a un truc qui nous a frappé quand on a fait nos recherches, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout tous égaux face aux problèmes de santé mentale. Sur le genre, déjà, on voit clairement que les femmes sont plus représentées que les hommes, mais aussi sur le niveau de précarité. Parce qu'en fait, les personnes les plus précaires ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes de santé mentale que les autres. Et puis ce déséquilibre-là, on va aussi le retrouver dans l'accès aux soins, parce qu'aller voir un psy, c'est super cher. Bah ouais, un psychologue clinicien, c'est entre 60 et 90 € par séance. Est-ce que t'as 90 € par séance, s'il te plaît? Bon, la mutuelle peut rembourser un tout petit peu, genre 10-15 balles par séance, mais sur un nombre de séances très limité. Une petite dizaine. Bon, du coup, comme la Belgique est encore un état-providence, ça veut dire que l'État a un système de sécurité sociale solide où l'accès aux soins est censé être garanti à toutes et tous, peu importe le niveau de richesse, mais il existe deux autres options. La première, c'est les plannings familiaux et les services de santé mentale. En général, là-bas, les consultations sont à prix libre en fonction de vos moyens. Et la deuxième, et c'est comme ça qu'on a trouvé Axel, c'est un tout nouveau programme qui s'appelle le conventionnement psychologue de première ligne. En gros, c'est des psys qui vont signer une convention avec l'INAMI, donc l'assurance santé obligatoire, pour pouvoir faire rembourser leurs séances. Et que du coup, ça revienne à quasi rien pour les patients. Parfois gratuit, parfois 11 balles, parfois, je sais pas, ça dépend. Vous avez quel âge? En gros, si vous avez jusqu'à 23 ans, vous avez le droit à 10 séances gratuites, et à partir de 24 ans, vous avez 8 séances à 11 € chacune. Et dans certains cas, ça peut être étendu à 20 séances max. Quoi qu'il arrive, la première séance est toujours gratuite. Oui, vous avez bien entendu, gratuite. 0 € le SMS envoyé et reçu. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé physique et de bien écouter vos émotions pour rester en bonne santé mentale. Vous avez juste à aller sur parlonsen.be, vous mettez votre code postal, et puis ils vous donneront un annuaire des psys qui sont dispo dans votre région. Les psychologues de votre région n'attendent que vous. De toute façon, on vous met toutes les infos et tous les liens en description. C'est cadeau. Vraiment, c'est pas nous qui l'offrons, c'est vraiment la collectivité. Bon, du coup, c'est tout pareil. Vous le trouvez, vous l'appelez, et puis vous lui demandez. Et du coup, vous êtes dispo quand? Samedi dans 3 mois à 6 h du matin. Alors, le problème, c'est que pour trouver un rendez-vous avec un psy conventionné, ça peut prendre entre 1 et 3 mois d'attente selon la région. Comment ça se fait? Parce qu'il y a énormément de demandes et pas énormément d'offres. Et c'est parce que les psys veulent pas être conventionnés ou c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent? C'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Bon, ce système, c'est une avancée, mais il est loin d'être parfait. C'est tout jeune, c'est saturé dans certains endroits et pas assez mis en avant dans d'autres. Et qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait faire? Qu'il y ait juste plus de financement pour étendre ce système de conventionnement ou alors que l'organisation soit faite différemment? Un peu des deux. Donc il faudrait déjà qu'il y ait plus de financement et que ça soit mieux structuré, que l'accès soit plus facilité et que les informations soient plus claires. Les gens qui ont besoin déjà sont fragilisés et sont confrontés à ce système où ils ne comprennent rien. C'est normal, rien n'est correctement expliqué, c'est pas clair, et du coup ils baissent les bras. Donc il faudrait un changement du fonctionnement de la santé mentale. Bon, on l'a vu, il y a des solutions qui existent, mais elles sont parfois insuffisantes. Du coup, comment on fait pour améliorer la situation? Changer la façon dont ça s'organise, c'est le rôle des politiques. Et pour commencer, il faudra déjà savoir qui s'occupe de la santé mentale en Belgique. Donc on a été voir quelqu'un qui s'y connaît. En vrai, on fait toujours ça, en vrai. Quelqu'un qui... On se pose une question, puis on va voir un expert, et puis on lui dit... Répondez-nous! Aidez-nous! Waouh! Bonjour, je suis Jean Faniel, je dirige le CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Est-ce que tu peux expliquer hyper simplement pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la politique belge, comment ça fonctionne pour les soins de santé en Belgique? La Belgique, c'est un État fédéral. Ça veut dire qu'il y a non seulement un gouvernement et un parlement pour la Belgique, mais il y a aussi les communautés et les régions qui ont chacune leur gouvernement
leur parlement. Alors la santé, c'est un type de domaine qui va être concerné par plein de niveaux de pouvoir. Ce qui va concerner la sécurité sociale, le remboursement des soins de santé par les mutualités par exemple, ça dépend du fédéral. Par contre, si on est sur la prévention, là, c'est plutôt du côté des régions, des communautés qu'on va avoir la responsabilité de mener des campagnes et de mener des campagnes qui soient adaptées. C'est vraiment pour ça qu'on a été vers ce fédéralisme. Le problème aussi, c'est qu'alors, on a beaucoup d'intervenants et ça n'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi, notamment dans l'organisation des soins et des soins de santé mentale en particulier. Bon, déjà, on comprend mieux pourquoi c'est pas très clair. Si on revient à ce système de conventionnement, c'est le fédéral qui s'en occupe. Et le truc, c'est que c'est une politique qui est toute jeune. Ça fait à peine 2 ans que ça existe. Parce que globalement, la question de la santé mentale, c'est quelque chose qui a été vachement laissé de côté dans les politiques publiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Pour la suite, c'est difficile à dire. Avec le changement de gouvernement, il y a énormément d'incertitudes. On ne sait pas si l'initiative va être poursuivie, améliorée ou abandonnée. Ah oui, en fait, si. Maintenant, on sait, parce que depuis le tournage, en fait, on a un nouveau gouvernement. Et du coup, le ministre de la Santé reste le même. Et ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre la convention. Ils ont même mis dans l'accord de coalition qu'ils allaient l'étendre. Reste encore la question de comment et avec quel budget. Par contre, il faut bien voir aussi qu'il y a une pression extrêmement forte, notamment au niveau européen, pour réduire les budgets publics. Et donc si on réduit les budgets publics, il va falloir le faire dans différents secteurs. La question c'est est-ce qu'on va essayer de moins réduire dans la santé plutôt que dans d'autres secteurs. C'est un peu ça qui va se passer en termes de mise en concurrence entre les différents secteurs. Il faut quand même noter que la plupart des partis qui ont gagné les élections ont dit qu'ils voulaient réduire les dépenses publiques. À voir ce qu'il en sera de la santé mentale. Bon, là, pareil. Maintenant qu'on a un gouvernement, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas faire de coupe dans le budget de la santé. Ils vont juste un peu moins l'augmenter que prévu. Mais on n'a pas encore le détail des budgets précis et du coup, on ne sait pas combien d'argent va être alloué à la convention ni aux soins de santé mentale. Alors ça va dépendre vraiment du rapport de force entre les partis. On a des partis comme les Engagés ou le CDNV qui sont assez attachés à un financement de la santé, alors qu'au niveau de la NVA ou du MR, on va avoir peut-être plus de tentation de faire des économies au niveau du budget des soins de santé. Maintenant, pour trouver des sous, soit il faut en dépenser moins, soit il faut aller en chercher ailleurs. Et c'est aussi ça qui est dans le bras de fer politique, en quelque sorte, entre les partis qui négocient. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir et qu'est-ce que ça nous apprend? Déjà, oui, il y a un vrai problème de santé mentale chez les jeunes et plus largement dans toute la population. Alors, pour faire face à ce problème, c'est important de le comprendre et surtout comprendre comment faire pour aller mieux. Donc ouais, il faut vraiment pas hésiter à en parler, à demander de l'aide et puis à inciter nos potes à en parler parce que c'est possible d'aller mieux. Et puis, si on dézoome un peu, l'état général de la santé mentale, ça dit aussi beaucoup sur la façon dont le monde et la société rentrent dans nos vies personnelles. La précarité, les discriminations et plus largement les conditions de vie, c'est des facteurs qui rendent beaucoup plus vulnérables aux problèmes de santé mentale. Du coup, faciliter l'accès aux soins, comme avec le conventionnement, c'est hyper important. Mais ça reste s'attaquer aux conséquences sans complètement toucher aux causes de ces problèmes. Et quand on voit les chiffres, ça pose clairement la question des solutions collectives pour pas juste guérir les problèmes, mais aussi les prévenir. Et c'est en ça que la santé mentale, c'est aussi une question politique. Et je suis fière de dire que je vais beaucoup mieux, je ne suis plus en dépression, je suis guérie. Aujourd'hui, je me sens bien dans mes bottes, je me sens bien dans ma tête. Je peux profiter de la vie sans me poser des questions, sans me détester. Aujourd'hui, j'aime ma vie, j'aime être ici. De laisser la place dans mon cœur et de m'écouter. Faut aimer les choses, faut aimer les gens, faut s'aimer soi-même. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'arrive à aller mieux. Et je pense que ce sera pas constant. Mais je crois que je suis sur la bonne voie. Et aujourd'hui en fait ça va. Alors je sais que c'est peut-être un peu bateau à dire et aussi un peu facile à dire maintenant. Mais en fait ça va toujours mieux à un moment donné après. Parfois c'est long, parfois on voit pas le bout du tunnel. Mais ça arrivera. Il n'est jamais trop tard pour commencer à aller voir qui que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce qui nous fait du bien. Il n'est jamais trop tard pour s'écouter.